vous souhaite à tous la bienvenue dans ce webinaire qui a pour but de présenter en fait d'une part la nouvelle interface, la version d'ANSYS Mechanical 2019 R2 et en plus certaines nouveautés qui sont apparues dans cette nouvelle version en plus de l'interface. Je pense qu'il est plus facile pour tout le monde. En tout cas en ce qui concerne l'interface, au lieu de regarder des sets de slides, j'ai préparé un petit modèle et l'idée c'était justement que je puisse vous le montrer et puis que je puisse passer à travers en fait les, les différents blocs qui constituent mon analyse pour un peu voir à quoi ça ressemble. Alors peut-être en préambule, je voulais vous dire que fondamentalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, dans le sens où le workflow est toujours identique. Maintenant, c'est vrai que visuellement, c'est différent, quand bien même le principe des analyses reste tout à fait identique. Alors voilà, c'est à ça que ressemble la nouvelle interface, si vous ne l'avez pas déjà vue ou installée. Donc ici en haut, en fait, on a une grosse barre d'outils avec des icônes un peu plus grosses que précédemment d'ailleurs. Et on a en particulier en fait ici une navigation par onglet et on a toujours un onglet qu'on va appeler contextuel. Donc moi je voulais passer à travers les différents onglets contextuels de ce modèle-là pour un peu vous montrer comment ça se passe. Donc très brièvement, c'est une analyse statique, structurelle, axe symétrique. Donc l'axe de symétrie est l'arête qu'on voit ici sur la gauche. On a ici un joint en élastomère. Et donc l'analyse se fait en deux étapes. Vous voyez qu'ici, on a une pénétration entre le joint et une pièce en acier. Donc on va d'abord régler cette pénétration. Donc on va déplacer le joint dans la direction X positive, de sorte à ce qu'il vienne en contact avec l'arête du support du joint. Et puis ensuite, on va venir chasser le joint en montant cette pièce. Voilà, c'était pour la partie technique. Maintenant, pour la partie qui concerne plus l'interface. Donc on voit ici, j'ai cliqué le modèle, donc la racine de mon arbre. Et on voit qu'ici, j'ai un certain nombre de boutons qui sont effectivement liés au modèle. Donc je vais pouvoir ajouter certaines fonctionnalités comme les transformations de pièces, qui est quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire qu'on peut venir simplement déplacer des pièces, au lieu de le faire dans la géométrie, on peut le faire directement dans Mechanical quand il s'agit de transformations simples. Rajouter des conditions de symétrie ou une topologie virtuelle. Définir des processus CM ou des... On verra ça tout à la fin de ce webinaire. Des fissures en fait pour le calcul de fracture. Pour ceux qui étaient habitués du clic droit, c'est au final ce qu'on retrouve quand on fait un clic droit sur le modèle et qu'on va sous insertion. Ici, on retrouve tous les boutons qu'on a dans le menu contextuel. Alors, une nouveauté assez importante en fait de cette version, c'est dans l'assignation des matériaux en fait. Donc jusqu'ici, on avait quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire qu'on venait choisir les matériaux qui étaient définis dans les engineering data de notre bloc dans Workbench. Alors c'est toujours identique, mais on a aussi la possibilité de directement ajouter des matériaux qui n'étaient pas dans les engineering data, mais qui sont dans certaines librairies. Alors, ici, on voit en fait les différentes librairies qu'on a et les différents types d'alliages. On peut rechercher en fait certains matériaux en activant ou désactivant une certaine quantité de bibliothèques matériaux qui sont là-dedans. Donc on a quelque chose de plus flexible qu'avant et on a la possibilité de rajouter directement des matériaux
des librairies dans les engineering data sans quitter l'interface de Mechanical. Maintenant, si on va sur dans l'arbre sur les matériaux, ça c'est une belle nouveauté, c'est-à-dire que dès qu'on clique sur un matériau, on va avoir en fait les caractéristiques du matériau qui vont s'afficher directement dans Mechanical. Donc on a la possibilité, quand on a des données tabulaires en fait qui définissent des données matériaux, eh ben, on peut cliquer sur le graphe et pour aller directement regarder la valeur, enfin aller questionner les données matériaux de manière assez précise en fait. Donc le tout de nouveau sans sortir de l'interface mécanicale. Évidemment, on peut éditer les matériaux. Alors pour éditer les matériaux, il faut bien lire ce que nous dit Workbench, c'est-à-dire qu'il faudra remettre à jour les matériaux une fois qu'on les aura modifiés dans le engineering data. Donc voilà, je peux les modifier. Ensuite, je retourne dans mon mécanical et j'actualise les matériaux à partir du modèle. Donc voilà, sur les systèmes de coordonnées, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur les contacts, ici, si on va sur l'objet connexion dans l'arbre, ben, on va pouvoir définir un certain nombre de liaisons, donc ce qu'on appelle des joints en anglais, ou alors des contacts, un peu comme tout le monde le faisait jusqu'à maintenant. Au niveau du maillage, la logique est de nouveau la même, c'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir ajouter des éléments de contrôle du maillage qui ressemblent de nouveau furieusement à ce qu'on retrouvait quand on faisait clic droit, insertion, ce qui n'a pas changé en fait. Donc voilà, si on va sur statique structurale, on peut mettre les chargements, donc toutes les conditions de bord. Donc on aura ici les chargements, ici les supports, et d'autres conditions peut-être plus exotiques comme du maillage adaptatif non linéaire ou des activations et désactivations d'éléments ici ou de contacts ici. Voilà. Évidemment, toutes les vues de détail n'ont pas changé par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Peut-être juste, voilà, ça c'est le résultat de la simulation. Donc on voit dans un premier temps que le joint est poussé et ensuite il est chassé. Maintenant, peut-être quelque chose d'assez important pour vous, c'est-à-dire que je vous ai montré la logique de cette nouvelle interface. Et puis peut-être que dans cette logique, il y a des objets que vous n'allez pas retrouver. Et pour ça, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui est un outil très puissant et que j'ai utilisé en fait, pour moi-même me familiariser avec cette interface. C'est-à-dire qu'ici, on a une petite barre de recherche en haut à droite. Et typiquement, si je cherche comment ajouter un contrôle de maillage, par exemple une inflation, parce que je fais de la CFD, mais en fait, on va voir que c'est dans l'onglet contexte, maillage, paramètres de contrôle, inflation. Et donc, il va nous montrer où c'est. Donc, si je vais sur mon maillage ici, donc je sais que c'est dans le maillage, je tape inflation. Et puis, ici, j'ai le petit bouton Take Me There. Et en fait, en cliquant dessus, Mechanical va venir me montrer où se trouve le bouton dans l'interface. Et donc, pour très rapidement se familiariser avec l'interface, c'est un outil très puissant. Il y a peut-être un réglage qui est de nouveau dans cette interface que je ne vous ai pas montré, qui est important. C'est-à-dire, on a toujours ici le petit éclair qui signifie résoudre le problème. Et on peut en fait, avec la petite flèche en bas à droite du bouton, directement accéder au réglage de résolution et effectivement donner le nombre de processeurs qu'on veut utiliser pour résoudre ce problème. On le trouve aussi ici dans le nombre de cœurs, dans l'onglet Accueil. Alors, donc ça c'est ce qu'on voit.
Alors, peut-être juste pour les participants qui ne sont pas mutés, ce serait peut-être bien de le faire, parce que j'entends des voix en fond. Je ne sais pas si vous pouvez couper le micro, ce serait bien pratique. Sinon, je le fais moi-même. Voilà. Donc voilà, c'était pour la nouvelle interface. Je ne sais pas si certains ont des questions, ils peuvent se unmuter. Et sinon, je vais continuer avec maintenant les nouveautés en fait liées à la version 2019 R2. Voilà, je vous ai montré la nouvelle interface. On va parler de maillage, des nouveautés concernant les contacts, nouveautés concernant les matériaux, ensuite quelque chose qui concerne la fabrication additive et au final la simulation de propagation de fissures. Donc voilà, c'était ce que je vous ai montré. Ça sera de nouveau dans un PDF que je vais pouvoir vous donner. On a aussi le file tab que celui-là je ne vous ai pas montré, mais qui fonctionne en gros de la même manière que Microsoft Word que vous connaissez sûrement. Donc ça, je pense que c'est pas trop déroutant pour vous. L'outil de recherche, de nouveau super important pour très vite, très rapidement retrouver en fait les fonctionnalités qu'on connaissait. Une possibilité aussi de personnaliser en fait l'interface en allant changer les raccourcis clavier et en affichant en fait les raccourcis clavier pour au final toujours travailler de manière plus rapide, plus efficace. On a la possibilité de définir certains layouts de fenêtres. A priori, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel. Ça peut être pratique de les sauvegarder d'analyse en analyse, surtout quand on veut avoir des rapports et des images qui ont toujours le même format. Ça peut être quelque chose de pratique. Dans ce qui concerne l'automatisation, je vous en ai pas parlé, on peut définir en fait un nouveau bouton directement dans Mechanical sans forcément écrire une ACT complète. Donc une ACT étant une petite application qu'on peut programmer à l'aide de Python pour rajouter des fonctionnalités en fait dans Mechanical. Donc on n'est pas forcément obligé, c'est une sorte d'entre-deux en fait, entre faire quelque chose de manière complètement manuelle, donc en allant cliquer tous les boutons, et écrire une ACT complète qui est quand même une tâche ardue qui prend pas mal de temps. Donc ici on peut simplement créer un nouveau bouton, lui donner un nom et une image pour au final écrire un petit bout de code qui sera exécuté que lorsqu'on pressera le bouton. Voilà, donc là vous avez vu les nouveaux engineering data qu'on peut directement aller appeler dans Mechanical et qu'on peut consulter dans Mechanical, donc ça je vous l'ai montré. Quand on va sélectionner des faces ou des objets, on a un tout petit menu contextuel qui va s'afficher ici, qui va nous permettre en fait de faciliter la sélection ou désélection ou le remplacement de certaines faces dans la sélection qu'on avait déjà. Pour les gens qui écrivent souvent en fait de l'APDL, c'est quelque chose d'assez nouveau et de très très pratique. C'est-à-dire qu'il y a une fonctionnalité d'autocomplétion maintenant quand on écrit des commandes APDL dans Mechanical. Et ça nous évite de faire plein d'erreurs un peu bêtes quand on ne fait pas toute la journée les mêmes commandes. Donc on va avoir en fait les différents arguments qui sont demandés pour telle ou telle commande une fois qu'on a tapé le début. On peut le voir ici pour ncell. Maintenant, on a aussi la possibilité dans Mechanical, et ça je pense que c'est une nouveauté assez intéressante en fait, de faire des analyses mixtes, c'est-à-dire on va avoir une analyse 3D dans laquelle on aura une surface qui est par exemple en plane stress. Donc ça nous permet en fait d'éviter des effets tridimensionnels pour certains objets qui sont essentiellement bidimensionnels comme des coques dans l'exemple qu'on peut voir ici. On a maintenant la possibilité
d'assigner en fait une prétention, une précontrainte de vice avec à beaucoup de vices, mais en un seul objet, en, en donnant en fait l'option individual lorsqu'il s'agit de définir en fait sur quel vice la précontrainte de vice est appliquée. Donc on a maintenant, dans Mechanical, on peut demander plus de résultats qu'avant, qu'on devait aller chercher péniblement en ouvrant la database. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on peut ressortir tout de suite et garder dans le fichier pour un résultat. C'est surtout destiné en fait aux analyses multiphysiques, couplées électrique, thermique, structure, dans cette région-là de la multiphysique. Et un nouvel algorithme de compression des données qui va nous permettre en fait de réduire de manière assez efficace pour certaines analyses en fait la taille de fichier du fichier résultat. Alors voilà, on va peut-être maintenant passer aux nouveautés concernant le maillage. Donc, concernant le maillage dans Mechanical, pour les gens qui ont travaillé avec des structures en coque comme ça, assez grandes, des modèles assez complexes, c'est assez difficile en fait d'aller utiliser l'option soit dans Space Claim Shared Topology, soit de construire dans Design Modeler ce qu'on appelait des multi-body parts. C'est-à-dire l'idée à la fin étant toujours la même, d'obtenir un maillage continu et en fait d'éviter de devoir insérer des contacts et des éléments de contact dans le modèle afin de maintenir toutes les coques solidaires les unes des autres. Donc maintenant, dans le maillage, Mechanical propose de faire ce qu'ils appellent des batch connections. Donc c'est de la connexion de maillage automatique. Comme c'est écrit ici, c'est tout à fait approprié pour les structures fines, donc pour les modèles complexes de coques. Et donc voilà. On a aussi, quand on va appliquer une contrainte de taille sur des surfaces dans le maillage, parfois c'est assez frustrant que Mechanical, sur la surface sur laquelle on a imposé une taille, effectivement, il va appliquer la taille qu'on lui a donnée, et tout de suite derrière, on va voir des très gros éléments, ce qui va nous donner des éléments un peu tordus ou pas très jolis. Ce qu'on faisait, en tout cas avant R2, pour résoudre ce genre de problème, c'était de rajouter des maillages structurés, donc c'est un certain nombre de couches, et c'était un contrôle de maillage en plus qui pose certains problèmes quand il s'agit de mailler des formes complexes. Maintenant, on a une nouvelle option ici, dans les options avancées du face sizing, donc du réglage de taille du maillage sur une face. On peut définir un volume d'influence et lui donner une certaine distance sur laquelle en fait la taille de la face va être propagée dans le volume sur ici 0,9 mm, donc c'est ce qu'on voit dans ce modèle. Alors il y a quelque chose qui était en bêta, sauf erreur, dans la version 2019 R1. C'est du maillage directement dans Space Claim. Donc dans 2019 R2, dans Space Claim, vous verrez un nouvel onglet maillage. Alors à qui est-ce destiné et à quoi est-ce que ça sert? L'idée était de mettre à disposition en fait des utilisateurs des vieux algorithmes qui sont quand même très très efficaces pour créer du maillage structuré. Donc ici, en fait, ça va utiliser les algorithmes du logiciel ICM-CFD. Donc c'était à la base un mailleur pour la CFD. Ici, ce qu'on voit en fait, c'est que donc vous reconnaissez bien l'interface de SpaceClaim avec un maillage. Donc l'interface dans SpaceClaim ressemble à ce qu'on peut voir ici. Donc le maillage est adapté en live au fur et à mesure que l'on modifie la géométrie.
Donc c'est surtout ce réglage-là qu'on peut changer, activer ou désactiver la mise à jour automatique du maillage. Quand on a des gros modèles, je vous conseille quand même vivement de la désactiver. Et ici, on a les contrôles de maillage et les contrôles de la géométrie. Alors, l'idée, en fait, c'est de faire du maillage par bloc. C'est ce que je pense pas mal d'entre vous ont déjà fait. C'est-à-dire qu'on va venir découper, entre guillemets, la géométrie en différents blocs, et chacun de ces blocs, on va pouvoir le mailler de manière structurée. Donc c'est un peu l'exemple qu'on voit ici. Donc on a une aube de turbine. L'aube est évidemment maillée de manière structurée. Puis ensuite, on va venir découper les volumes de sorte à vraiment avoir exclusivement certaines régions qui sont non structurées et qui vont permettre en fait de faire la transition entre les différents blocs. Et une autre fonctionnalité en fait qui est assez puissante qui vient avec cette idée et ce concept de maillage par bloc, c'est-à-dire qu'on peut créer des sortes de modèles, de templates. Et l'idée c'est de dire ok, par exemple on voit une idéalisation, on va appeler ça comme ça, d'une aube de turbine en violet ici sur mon écran. Et en fait on peut utiliser ce type de modèle de maillage pour mailler des objets qui ont la même topologie. Donc c'est ce que vous voyez en haut à droite et en bas à droite de mon écran. Donc on va pouvoir définir le maillage une fois pour une géométrie idéalisée, ensuite appliquer en fait ce découpage volumique pour le maillage à différentes géométries. Donc maintenant on va passer à la partie des améliorations au niveau des contacts dans Mechanical. Donc ici en fait on a une nouvelle option dans la commande cncheck, donc pour contact check, on peut faire du target adjustment ou du contact adjustment. Donc l'option que vous avez dans l'interface de Mechanical Adjust to Touch, qui correspond en fait au adju qu'on voit ici, concerne en fait la partie contact des éléments de contact. Et donc maintenant, on peut aussi avoir la même fonctionnalité, mais qui va être appliquée aux éléments target du contact. Donc pour l'instant, cette fonctionnalité est disponible seulement en APDL, sauf erreur, mais elle sera très probablement exposée dans Workbench, enfin en tout cas dans l'interface mécanicale, dans la prochaine version. Quelque chose qui va sûrement simplifier votre vie quand vous avez des problèmes de convergence concernant les contacts. Il y a donc une relation exponentielle entre la pression de contact et la pénétration qui a été implémentée. Donc l'idée étant de dire qu'on va modifier la rigidité de contact en fonction en fait de la pression de contact, de sorte évidemment à garder une pénétration qui est la plus faible possible. On peut voir en fait un exemple ici. Donc on voit sur la slide d'en haut en fait, sans adaptation de la rigidité de contact, après 10% de déformation, on va avoir des éléments de contact justement qui sont trop déformés ou qui se pénètrent trop. Et donc du coup, le solver va s'arrêter en disant qu'il y a une erreur. Ici, c'est ce qu'on voit en fait avec une relation exponentielle, en fait, avec une loi exponentielle entre la pression de contact et la pénétration. On voit un comportement en convergence qui est largement amélioré, c'est-à-dire que la simulation converge jusqu'au bout. On voit ici aussi le même exemple pour illustrer en fait le même comportement pour un matériau hyperélastique, donc des joints hyperélastiques qui se touchent. Donc c'est de l'autocontact, on va dire ça comme ça. On voit ici la simulation converge jusqu'au bout, alors qu'avant elle ne convergeait pas jusqu'au bout. On a donc
ensuite une amélioration en fait pour la formulation de Lagrange augmenté des éléments de contact. Donc en fait, l'idée c'est d'augmenter la pression de contact pendant les différentes itérations, donc c'est évidemment des problèmes non linéaires. Et maintenant, dans la version 2019 R2, en fait, cette augmentation de la pression de contact n'est effectuée exclusive, enfin, si et seulement si les checks de convergence en déplacement et en force sont, sont validés. Donc ça va permettre une convergence en fait beaucoup plus sûre de ce type de contact, surtout quand on a en fait des tolérances de pénétration qui sont assez serrées. Euh, c'est ce qu'on voit ici sur ce petit exemple. On voit ici qu'on a des contacts qui sont quand même fortement non linéaires et des déformations aussi. Et, donc on voit que ce type de simulation maintenant converge. Euh, Toujours concernant les contacts, mais aussi le calcul parallèle. Souvent, en fait, quand il s'agit de faire du calcul parallèle, on va être limité en fait par la décomposition du domaine et surtout au niveau des contacts. Ça se manifeste comment? C'est-à-dire quand on va séparer notre domaine pour en donner une portion à chaque processeur, on va avoir un element load balance ratio qui va être en gros plus grand que 4. Donc ici, c'était le type de message de warning qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que dès qu'on commence à mettre beaucoup de processeurs, mais qu'on a des grandes zones de contact qui sont impliquées dans le modèle, le logiciel nous dit, avant même de commencer le calcul, que ça ne va pas être très efficace. Maintenant, ils ont implémenté, donc ANSYS a implémenté pour les contacts euh, une sorte de séparation des contacts, de sorte à pouvoir distribuer une portion de chaque contact à chaque processeur et éviter en fait euh, ce ralentissement du calcul exclusivement dû au contact. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein. Donc c'est un bloc moteur avec des éléments de joint, gasquette. Euh, donc on a la surface de contact, on a la surface target, et on voit ici en fait que ces surfaces-là sont décomposées en 9 sous-domaines et qu'on va pouvoir aller redistribuer en fait à chacun des processeurs de sorte à équilibrer en fait la charge de chaque processeur. Donc on voit l'amélioration en termes de temps. Ici on est 60% plus rapide. Ici on est 5 fois plus rapide. Donc ça dépend. C'est aussi pour illustrer le fait que le gain en performance est complètement dépendant du type de problème que l'on traite. Donc voilà, ça c'en était tout pour les contacts. Maintenant, concernant les matériaux, il y a un nouveau modèle matériau qui est de l'élasticité multilinéaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir charger et décharger un matériau de manière complètement élastique, mais avec donc du coup un module Young qui varie en fait, qui est linéaire par morceau. Donc voilà, là il n'y a toujours pas de plasticité, mais on peut venir charger et décharger un matériau avec des lois de comportement multilinéaires. Alors, il y a deux nouveaux produits qui sont disponibles euh, donc dans ANSYS. On a le Granta Material Data for Simulation. Alors, donc c'est un produit additionnel qui n'est pas inclus dans vos licences, je le dis d'entrée. C'est une librairie de matériaux en fait qui contient un grand nombre de matériaux et pour lesquels en fait, donc ils sont déjà définis. C'est toujours un peu pénible d'aller chercher des données matériaux. On ne sait déjà jamais où aller les chercher. Et pour le même matériau, on va trouver plusieurs données différentes. L'idée de Granta, qui est une société qui était rachetée par ANSYS, c'était de centraliser toutes ces données, évidemment de s'assurer de la fiabilité des données. Donc pour l'instant, c'est une banque de données qui a plus de 600 matériaux.
que ce soit pour des matériaux linéaires, thermiques, électriques. On a des matériaux avec les propriétés thermomécaniques, euh, même des matériaux hyperélastiques, donc avec des lois de comportement un peu plus compliquées. Donc tous ces matériaux-là sont accessibles avec ce nouveau produit Granta Materials Data for Simulation. Donc comme je vous l'ai montré avant, c'est du coup une nouvelle librairie qui est inclue dans les Engineering Data. Il suffit d'ouvrir la librairie directement depuis Mechanical. Typiquement, taper des critères qui nous intéressent ou pas. Aller vérifier que les données matériaux sont bien celles à quoi on s'attendait. Et pouvoir les inspecter en fait vraiment chaque loi de comportement du matériau. Le tout en fait toujours dans l'interface de Mechanical. Donc voilà la valeur ajoutée en fait de ce nouveau produit. Typiquement la facilité d'accès, c'est que c'est des données matériaux qui sont déjà prévues en fait pour la simulation. Donc ça vous évite d'une part une source d'erreur, c'est-à-dire en retranscrivant une fiche matériaux dans ANSYS, c'est vite fait de se tromper d'un ou deux chiffres. Enfin, suivant où ils sont, c'est pas grave, mais ça peut quand même conduire à des erreurs difficiles à détecter. Donc ici, ils sont déjà prêts dans la simulation, ce qui facilite grandement la tâche de l'ingénieur. Et qui plus est, c'est des données fiables et côté vérifié. Donc voilà, ici, c'est ce qu'on peut voir. Donc on a des données matériaux relatives à un test uniaxial de chargement et déchargement. Il y a un deuxième produit qui est rentré dans le giron d'ANSYS avec Granta. C'est le CES Selector. L'idée, en fait, c'est de vous permettre, de manière extrêmement rapide, d'avoir une vue d'ensemble sur quels matériaux pourraient satisfaire à ce besoin, sachant que je sais déjà, en fait, à quel chargement ce matériau va être soumis. J'ai fait la simulation. Et donc, du coup, l'idée est d'utiliser, en fait, la grande base de données, en fait, des matériaux de Granta pour guider, en fait, le choix du matériau. Donc, ce qu'on va voir, c'est typiquement... Alors, ici, j'ai choisi du PA66 avec un certain taux de fibre de verre. Et donc, en fait, je vois qu'il y a d'autres alternatives, c'est-à-dire par rapport pour le même flexural modulus, ou en tout cas un module de flexibilité qui est plus élevé, j'aurai d'autres matériaux et on voit qui coûtent moins cher. Donc c'est la possibilité de créer ce genre de diagramme qui est permise par le CES Selector. Donc maintenant, si on va peut-être un peu plus en avant, les nouveautés qui concernent la fabrication additive et l'optimisation topologique, qui sont quand même deux domaines étroitement liés. Donc maintenant, ANSYS a ajouté dans la version 2019 R2 une méthode level set pour faire de l'optimisation topologique. Donc les méthodes level set en fait permettent essentiellement de venir déplacer en fait les bords du domaine au lieu de partir sur une méthode qui est basée sur une pseudo-densité. Donc jusqu'à maintenant, c'était ce qu'on voyait en rouge. On avait des méthodes qui sont basées sur la pseudo-densité. C'est-à-dire qu'on va à chaque cellule du maillage élément fini, on lui donne une pseudo-densité qui est à 0 ou à 1. On va dire, à la fin du calcul, toutes les cellules qui sont en dessus de 0,6 par exemple, on va dire que c'est des cellules solides, et puis ça donne ce type de structure un peu organique comme ça qu'on voit. Dans la méthode level set, on va voir le même type de structure, mais en fait avec des frontières beaucoup plus fines, beaucoup plus lisses. Et donc du coup, ça nous permet aussi d'éviter toute une série d'étapes de lissage, de redesign de certaines pièces, qui sont souvent en fait une barrière à l'utilisation
d'une part de l'optimisation topologique et d'autre part de la fabrication additive. Une autre nouveauté concernant la fabrication additive, qui est plus cette fois liée à SpaceClaim, c'est-à-dire que SpaceClaim a un nouveau module qui s'appelle Additive Prep, qui va donc nous permettre de mettre par exemple des supports pour de l'impression 3D. Donc, si on voit une prothèse, qui va permettre de mettre des supports pour permettre l'impression de cette prothèse basée sur des données de simulation ou sur des simulations qui sont faites directement dans SpaceClaim. On peut aussi directement importer en fait les supports depuis un fichier STL dans Mechanical, ce qui n'était pas possible avant. Et donc je vais attaquer la dernière partie de ce webinaire qui concerne la simulation de propagation de fissures. Donc jusqu'à présent, en fait, on pouvait utiliser on pouvait intégrer exclusivement un seul départ de fissure dans notre simulation. Et parfois, en fait, c'est très limitant euh, pour justement ce qu'on veut simuler. Et donc maintenant, on a la possibilité d'avoir plusieurs départs de fissures dans la même simulation. C'est ce que vous voyez là sur l'image de droite. Et on voit les fissures qui tendent à se rejoindre et qui se propagent en fait à l'intérieur de la pièce. Donc maintenant qu'on peut avoir plusieurs fissures, évidemment comment dire, les possibilités de l'outil de simulation sont évidemment améliorées, et quel que soit en fait le type de fissure qu'on veut faire, que ce soit des fissures arbitraires ou la forme, si vous voulez, de la fissure qu'on veut donner, que ce soit une fissure prémaillée ou semi-elliptique, etc. Évidemment, les outils de post-processing, comme je le disais, ont été adaptés. Maintenant qu'on a plusieurs fissures, ben, dans donc, dans le Fracture Tool qui nous permet en fait d'aller observer les fissures et puis analyser les résultats de simulation, surtout des résultats de simulation bien propres en fait à ce type d'analyse. On peut les cibler sur toutes les fissures ou seulement sur une, c'est à choix, de la même manière que les graphes et les données tabulaires. Donc voilà, moi j'en ai terminé pour l'instant. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire.